Bonjour et bienvenue dans le podcast de Miroir Éducatif, MEDU en abrégé. Ce format d'échange est un espace par lequel nous donnons la possibilité à des citoyens de la République de Guinée, de l'Afrique et du monde d'aborder leur parcours et à impacter de par leur action nos sociétés. Les sujets vont donc être variés, évolutifs et fonctionnent de chaque invité. Je m'appelle Ibrahima Souri Baldé, je suis entrepreneur, membre du MEDU et présentateur de ce podcast. Bienvenue. Pour ce numéro d'ouverture, je reçois dans les locaux de la délégation à l'entrepreneuriat rapide Amadou Ridieng, qui est entrepreneur, analyste investment et auteur de 2 livres qui sont respectivement intitulés Expérience et Créer sa start-up de A à Z. Avec lui donc, nous allons aborder son parcours d'études, son parcours entrepreneurial et professionnel, l'enseignement en Guinée, l'équilibre entre l'échec et la réussite, mais aussi son rapport à l'argent, au système d'investissement en Afrique et bien d'autres sujets. Bonjour Ouri. Bonjour Ibrahima Souri, bonjour, on espère aux milliers de spectateurs en fait de ce podcast. On l'espère vivement. Ça a failli ne pas se faire, hein. Moi j'avais commencé à croire que ça devenait de l'histoire ancienne parce qu'il y a eu trop d'aléas. Ouais, il y a eu trop d'aléas et j'espère en fait que ce temps que nous avons eu aujourd'hui, on va vraiment le mettre à profil pour, disons, corriger les erreurs du passé parce qu'on a passé, disons, toute la majeure partie de notre temps en fait à repousser cet entretien-là. Ouais, mais c'était pas notre volonté malheureusement. On va aller sur plusieurs rubriques si tu veux. Oui, bien sûr. Et on va parler de plusieurs sujets, mais avant d'entrer dans le vif des sujets, tu vas d'abord nous décliner ta présentation d'identité, ton parcours d'enseignement et d'éducation familiale. Ouais, merci Ibrahima Souri. Donc à l'état civil, c'est Amadou Ridieng. Je suis guinéen de nationalité, je suis né à Labé. J'ai 25 ans cette année. Éducation, après mon bac en sciences sociales en République de Guinée, j'ai entrepris en fait de venir m'installer au Sénégal puisque naturellement on croit que le Sénégal en fait en termes d'enseignement supérieur offre meilleure option qu'à la Guinée. Ouais. Donc je suis venu, je me suis inscrit à l'université de Dakar Bourguiba, c'était pour passer en fait une licence en ingénierie juridique des affaires banques et assurances. Okay. Donc en gros après ce passage-là, je suis reparti dans les bancs d'université avec un MBA que j'espère très bientôt passer avec l'Institut français de gestion. Okay. Donc en gros c'est un parcours plutôt hybride, online et l'autre majeure partie du temps c'est des choses qui vont se faire depuis Paris. D'accord, il n'y a pas de souci. Et donc quelles ont été la particularité de l'éducation que tu as reçue en famille? Alors c'est une éducation classique, une éducation d'une famille Peul en fait classique et où on nous a appris très tôt que nous devons porter des valeurs. Okay. Et ces valeurs-là, de manière générale, ce sont des valeurs en fait d'honneur, de mérite. Ouais. Et c'est des choses qui m'ont beaucoup suivi. Et pour revenir un peu en fait au parcours au-delà de l'enseignement, c'est vrai que tu l'as abordé. Dès que je suis venu au Sénégal, j'ai voulu un petit peu voir au-delà de ce que l'éducation à lui seul m'offrait. Okay. De manière générale, en fait, on fait très vite un saut dans le monde professionnel. On se dit, bah écoute, il y a des possibilités, il y a des choses à voir, il y a des choses à faire, il y a des choses à essayer. Et à ce moment-là, moi, je me lance en entrepreneuriat et depuis quelques années. Okay. Et c'est devenu en fait quelque chose dont je suis addict, malgré les échecs en fait qu'on a su écoper tout le long du trajet. Après, on va revenir sur les différents points. Je suis hyper open et j'aime beaucoup parler d'échecs parce que pour moi, c'est un saut obligatoire en fait vers le succès. Exactement. Et donc, est-ce qu'il y a eu des impacts, des orientations familiales, des orientations scolaires et universitaires dans ta vie professionnelle actuelle, que ce soit dans ta vie professionnelle ou également que ce soit dans ta vie d'entrepreneur? Alors je vais aller crescendo. De manière générale, en fait, moi mes modèles ont toujours été en fait mes parents. Donc ma mère, j'ai appris en fait les b.a.-ba de l'entrepreneuriat avec ma maman, femme africaine qui n'a pas forcément les grands diplômes, les gros diplômes. Exactement. Mais qui apprend à gérer sa famille, à faire des finances autour d'elle. Et ma maman, elle était couturière. Elle a créé en fait
l'un des premiers ateliers en fait de couture d'âme à la baie, et qui l'a permis d'employer des personnes, d'aider des gens à apprendre la couture, à former, à développer des partenariats avec des structures publiques en fait pour amener généralement les jeunes filles qui n'ont pas eu la chance en fait à l'école à se former, à avoir un métier. Donc moi ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup en fait ça m'a beaucoup intéressé. Je dirais en fait ça a été le déclic là pour moi quoi. Donc en grandissant, en voyant cet exemple-là, forcément c'est des choses que j'ai voulu réperpétuer par rapport en fait au programme, par rapport en fait à la chose, par rapport à l'entrepreneuriat de manière générale. Sinon mon père il est journaliste. Je pense pas que je fais du journalisme classique aujourd'hui. Donc quand je regarde ce que je suis arrivé à faire, je dirais ouais, c'est la symbiose de ce que la vie peut nous offrir malheureusement, heureusement. Ça, pour moi, ça explique deux choses. Déjà, ton éloquence, journalisme père, et l'aspect entrepreneuriat de par la maman. C'est ce que je retiens. Certainement. Ok. Donc, on va commencer par, disons, tes activités. Enfin, en quelque sorte, le lien qu'il peut y avoir entre l'enseignement et la vie professionnelle, on va essayer d'en créer. Pour toi, est-ce que déjà c'est nécessaire qu'en période d'apprentissage, que tu sois dans une situation professionnelle, que tu aies une activité professionnelle? Est-ce que c'est nécessaire pour toi? Alors déjà, en fait, on va faire un peu de philosophie. Nous avons des systèmes africains classiquement très réducteurs, c'est-à-dire qu'il y a des barrières dès à l'entrée. On te dit qu'il faut te concentrer seulement sur l'enseignement. Et lorsque tu as fini, c'est à ce moment-là que tu te projettes par rapport à un emploi, par rapport en fait à un entrepreneuriat, par rapport à quelque chose à faire, généralement dans le système francophone. Ouais. Excuse-moi, donc quand tu prends... Et c'est bien de préciser le système francophone. Comparativement en fait à d'autres pays, chez les Anglais par exemple, on fait du learning by doing. Donc lorsque tu es en train d'étudier, lorsque tu es en train d'être dans les blancs de l'école, tu fais quelque chose à côté et c'est intégré dans le logiciel, dans le logiciel des gens. Donc les gens, ils intègrent cette dimension-là dans leur pensée, dans leur manière en fait d'apprendre déjà. Et c'est définitivement en fait quelque chose qui forge, qui prédestine en fait à une chose. Malheureusement, dans le système francophone, on ne pourrait pas en dire autant. C'est la plus grosse problématique et je pense que nous avons un système scolaire en fait qui déconnecte un peu les aspirations des gens à ce qu'ils peuvent devenir malheureusement. Moi, quand je me suis lancé en faculté de droit, c'était de base pour devenir avocat. Aujourd'hui, je suis en train de faire des choses qui sont très différentes en fait de ce que j'ai appris. Ouais. Malgré le fait que j'ai connu un petit peu de la finance en fait, parce que le parcours que moi j'ai fait m'offrait une vision un peu 360, autant sur le droit, autant sur les chiffres, sur la gestion et des choses comme celle-là, et ça m'aide beaucoup. Mais de manière générale, je suis en train de faire des choses que j'ai pas appris à l'université. Je te pose cette question parce que le schéma classique, comme tu le dis, c'est de dire aux gens qu'on ne peut pas suivre deux livres à la fois. C'est quasiment l'adage qui revient quand un jeune ou quand un étudiant ou un élève a envie de faire quelque chose à côté. Les parents, pour eux, le diplôme, c'est le Saint Graal, quoi. Ouais, c'est le Saint Graal. Et donc, est-ce qu'il y a un équilibre? Parce qu'il faut quand même parler de cela. Est-ce qu'il peut y avoir un équilibre entre les deux? Est-ce qu'il faut d'ores et déjà trouver un équilibre entre l'enseignement et son activité extrascolaire ou extra-universitaire? Pour revenir en fait à la petite formule que tu as lancée en fait, disant qu'on ne peut pas suivre deux livres à la fois. Moi, je dis toujours on peut suivre deux livres à la fois si on sait lequel on attrape en premier et on sait comment on court, quoi, à vrai dire. Donc, il est hyper important en fait de savoir équilibrer. C'est une question d'organisation. Aujourd'hui, moi, ma priorité, elle a toujours été d'être diplômé. C'est hyper important pour moi. C'est hyper important. Et pour revenir à un exemple, je te donne juste un exemple. Moi, j'ai rencontré un investisseur il y a quelques mois qui a fait Harvard. Okay. Je lui posais la question en fait à savoir, après nos échanges, il me dit bah écoute, moi j'ai échangé avec toi, tu as fait combien d'années dans le domaine de l'investissement? Je lui dis j'ai fait 3 mois dans le domaine de l'investissement. Il me dit tu parles comme une personne qui a fait une dizaine d'années dans le secteur de l'investissement parce que tu as beaucoup appris. Et en termes de niveau d'études, tu as à quelle situation? Je lui dis bah écoute, moi je n'ai seulement que ma licence à ce stade-là, mais j'ai envie de pousser. Est-ce que tu penses que le fait que je n'ai pas un master en fait est hyper réducteur? Et il me répond sur le coup, bon bah écoute, moi les diplômes ça compte pas pour moi.
Mais le diplôme en fait me permet de mesurer le degré de sérieux qu'une personne peut mettre sur une chose. À vrai dire, tu te Parce qu'il concentres. faut tous les jours se lever, aller dans la même université, faire la même routine, pendant un certain nombre d'années. Faire la même routine pendant un certain nombre d'années. Et c'est une très grande discipline en fait que de se lever tous les jours et de le refaire tous les jours en fait. Et de le refaire plusieurs années. Ouais. Donc de manière générale, en fait, ça permet de juger en fait le niveau de concentration d'une personne, le fait qu'une personne en fait soit capable d'être focus en fait sur un objectif. Et de manière, disons condensée, il y a beaucoup de gens qui peuvent l'appréhender comme ça. Ok. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. À présent, j'ai envie de t'entendre sur la vision qu'un entrepreneur ou même un salarié peut avoir sur l'enseignement, parce que vois-tu, quand on est entrepreneur ou quand on est salarié, et de surcroît on a la possibilité de chasser un certain nombre de compétences et de les valider, on établit un process par lequel on exerce notre activité. Et à chaque étape de ce process-là, on a besoin d'une compétence qui est spécifique afin de pouvoir exécuter un travail particulier. Et quand tu te retrouves dans cette position, il t'arrive parfois de te dire, écoute, j'aurais bien voulu que ce talent soit préparé, formé, enseigné de cette manière et non de cette autre manière. Est-ce que pour toi, finalement, la qualité d'entrepreneur ou de professionnel a une pertinence, ou si tu veux même une prééminence sur l'appréhension de ce qui est l'enseignement ou de ce qu'il aurait dû être? Moi, je pense en fait que dans tous les deux cas, l'apprentissage il est hyper important. Quand on est entrepreneur, en fait, on apprend des choses de manière perpétuelle. Je viens sur la partie entrepreneuriat parce que je l'ai vécu les dernières années. Il y a toujours en fait des sujets qui sont à la mode, des sujets qui sont intégrés. Et il faut toujours en fait s'accommoder aux dernières tendances en fait de ton marché, aux dernières tendances, aux dernières évolutions en fait du secteur dans lequel tu es. Ouais. Donc tu vois avec moi qu'il y a un besoin constant de se former, de développer des compétences, de chercher en fait à se parfaire sur un secteur et à développer une expertise sur un secteur précis, parce que c'est hyper conseillé. Tu vois, par exemple, moi je pense de manière opposée aux gens qui peuvent penser qu'on peut tout apprendre et qu'on peut comprendre et cerner toutes les choses en fait au même moment. C'est pas possible. On peut par contre avoir une vision, tu vois, 360 sur plusieurs choses. On a un avis plus ou moins important sur tel sujet, pas un autre, mais on peut être amené en fait à avoir une certaine connaissance de plusieurs sujets à la fois. Mais quand on va dans le fond, on a la capacité aujourd'hui de nous dire, bah écoute, moi j'ai une maîtrise en fait sur tel sujet, j'ai une meilleure compréhension sur tel sujet. Rapproche-toi du micro s'il te plaît. Et donc la spécialisation elle est hyper importante, excuse-moi. Et l'autre chose également que je voulais mentionner, que ce soit autant sur le parcours entrepreneurial, que ça va être en fait sur tout ce qui va être en fait le monde du salariat, il est hyper important et il est hyper fondamental en fait de rechercher constamment de nouvelles choses à apprendre, de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances, et c'est hyper important. Ok, d'accord. Je vais, si tu permets, je vais revenir quand même sur la question, parce que tu as abordé d'autres pans de la question et voilà. En fait, la question c'est de savoir si pour toi le fait d'être entrepreneur, d'avoir été entrepreneur et le fait d'être professionnel si tu veux, est-ce que ça te donne une façon différente de voir le système d'enseignement tel qu'il est conçu aujourd'hui? Je te pose cette question, c'est par rapport à la question liée à l'adéquation entre l'enseignement qui est donné et le besoin du marché professionnel. Écoute, merci de me ramener en fait sur le centre de la question. Moi, je pense qu'on a des systèmes d'enseignement très en déphasage avec ce qui existe en fait et les besoins réels du marché. Moi, je pense que le modèle économique, le modèle en fait d'enseignement que nous avons actuellement, il a besoin d'être repensé, il a besoin d'être réformé, il a besoin d'être reformulé en fait. L'offre que nous avons actuellement ne répond pas en fait aux besoins du moment et aux besoins du temps. Je te donne juste un exemple hyper factuel. Le Sénégal en fait forme en moyenne tous les ans près de 100 000 étudiants ou diplômés en fait qui sortent.
Seulement 30% en fait de cette frange-là ont la capacité en fait de s'insérer, de trouver un emploi. Et malheureusement, en fait, d'autres se retrouvent dans la traîne. Les 70% en fait, de chaque se année retrouvent à la poubelle. Et t'imagines une fabrique comme celle-là que l'on perpétue chaque année. En fait, c'est ça le plus gros problème. On a une offre d'éducation en fait qui doit changer, qui doit s'adapter en fait aux besoins réels du marché. Et pour répondre à ta question, si tu me demandais si je pense que l'école actuelle en fait n'est pas adaptée en fait à ce que le monde actuel il demande, je dis oui. D'accord. Enfin, je suis tellement d'accord avec toi, mais de toute façon, je ne suis pas le centre des sujets ce soir, c'est toi le centre des sujets. On va poursuivre, on va parler de la fabrication de l'échec scolaire. Quand on parle d'échec scolaire, pour moi, je vois cet élève ou cet étudiant qui se trouve en difficulté d'apprentissage et qui échoue à l'école ou à l'université. Et face à cet échec-là, la seule réponse qui est donnée, que ce soit par le système d'enseignement de façon générale, la réponse qui est donnée, c'est la stigmatisation et le fait que la société par laquelle cet échec-là est fabriqué pointe du doigt ces mêmes élèves et étudiants. Et très malheureusement, le sujet est très peu abordé ou très mal abordé. Et la conséquence qui en découle, c'est le fait que l'élève ou l'étudiant ou l'étudiante qui se trouve dans cette situation-là n'a pas les outils qui puissent lui permettre de se réorienter dans le reste de l'univers du système d'enseignement afin d'acquérir des compétences. Parce que la finalité, c'est justement cela, les compétences. Est-ce que pour toi, donc, l'école détermine en partie ou en tout ce que peut faire ou pas un individu? Ou est-ce que c'est le seul baromètre de réussite? Alors, j'aime bien ta question parce qu'elle me concerne moi-même, à vrai dire. Tu sais, à la fac de droit, j'ai connu beaucoup de personnes, beaucoup d'amis, qui adoraient ce qu'on appelle la course en fait aux notes. Ouais. Ça veut dire qu'on a un système classique qui comprend, qui juge du niveau d'un élève ou du niveau d'un étudiant en fait aux notes qu'il obtient. Alors que tu peux avoir des gens qui sont hyper calés, qui ont un gros potentiel, mais qui n'arrivent pas en fait à l'exprimer sur une feuille et qui n'arrivent pas à l'exprimer en fait dans la configuration actuelle des choses. Exactement. Moi, il m'est arrivé en fait d'avoir des mauvaises notes, mais à chaque fois j'avais une mauvaise note, j'ai envie de relativiser et je relativisais toujours et j'ai envie de donner ce conseil-là aux gens qui échouent et qui sont à mal en fait avec le système. Ça ne veut rien dire en fait que vous ayez un 0,4 ou un 0,5 un jour. Si vous pouvez en fait vous réinventer, si vous pouvez vous réapproprier en fait ce petit échec-là qui vous concerne ou qui vous pousse en fait, si vous pouvez vous réapproprier de ce petit échec-là quoi, de manière générale. Et je pense vraiment que c'est des choses à repenser. Les notes ne sont pas en fait les seules valeurs qu'on devrait enseigner à l'école, à l'université. Tu vois, il y a beaucoup de compétences en fait qui peuvent s'apprendre. Chez les Américains, ils appellent ça des soft skills. Et ça a même payé une boîte comme ça. Ouais, c'est des compétences hyper douces qui permettent à une personne en fait de résoudre certaines situations ou certaines problématiques qui nous entourent et qui sont des problématiques de tous les jours et qui sont un peu plus factuelles en fait qu'une feuille. C'est un peu plus factuel en fait qu'une note. Et c'est des choses comme celle-là, on a vraiment besoin de réinventer les paradigmes et d'aller vers ce sens-là et qu'on essaie d'intégrer ces dimensions-là dans notre enseignement. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas nous réduire ou réduire en fait l'étudiant au seul fait d'obtenir des notes et de se contenter que d'obtenir des notes ou l'élève que de se contenter que d'obtenir des notes de manière générale. Pour aller dans le même sens que toi, ma première note en droit fut 8. Okay. Et quand j'ai eu 8, j'ai paniqué. Ah, tu n'avais pas raison. Non, j'avais pas raison et M. Bamba me l'avait rappelé. À l'époque, M. Bamba m'a clairement dit que ce que tu as dans la tête, personne ne te le retire. Ouais. Le plus important, c'est de comprendre ce que tu fais et de maîtriser ce que tu fais. Ce qui est certain. Et après, j'allais de plus en plus mieux, quoi. Et actuellement, il y a notre gouvernement, si tu suis l'actualité, il y a le gouvernement pour parler de la Guinée, s'applique à définir des opérations de qualification de l'éducation et de l'enseignement. Pour toi, de quoi en Afrique on a besoin pour avoir un système éducatif conséquent avec des pouvoirs d'insertion pour la société qui sont très efficaces? Ou si tu veux,
est-ce que pour y arriver, on doit définir ce que devrait être la contribution des familles, de l'État, des enseignants et même de nos entreprises pour lesquelles pratiquement on part à l'école? Bien sûr. Et tu vois, par exemple, moi je milite vraiment pour qu'on ait un jour dans nos pays des assises en fait qui vont nous permettre de repenser le modèle actuel. Là, c'est une proposition et ça va être une plaidoirie. Et si ces dirigeants-là m'entendent, j'espère que mon idée, elle va peut-être les intéresser. Moi, je dis juste en fait qu'on a besoin de mettre tout le monde à la table. Nous sommes comptables d'un échec que nous sommes en train de réperpétuer malheureusement. Je prends l'exemple des familles. On a appris aux enfants, ou sinon on amène les enfants à l'école sans se poser suffisamment de questions. Pourquoi est-ce que j'amène mon enfant à l'école? Il faudrait que les parents apprennent à répondre à cette question. Il faudrait que l'État apprenne en fait à comprendre pourquoi il y a tant de diplômés à l'issue de chaque année universitaire, à l'issue de chaque année en fait universitaire, il y a des promotions qui sortent et qui ne sont pas en fait dédiés tous à être absorbés par le marché du travail. Et les entreprises en fait elles-mêmes, elles doivent comprendre en fait de quoi elles ont besoin. Et je pense que si on se posait et qu'on réfléchissait sur tous ces aspects-là, ça devrait nous permettre en fait de savoir l'orientation que l'on a envie de donner à notre éducation. Tu vois, par exemple, pour un pays comme la Guinée, il est hyper anormal que la majeure partie des gens qui s'orientent vont forcément vers des filières des sciences sociales. Ouais. On a une très grande frange de nos étudiants qui partent vers le droit, qui partent vers un certain nombre de compétences. Sans même savoir de quoi ils retournent. Sans même savoir en fait de quoi demain sera fait. Est-ce que quand je finis mon diplôme de droit, est-ce que je vais finir avocat, tout en sachant en fait que la Guinée, c'est à moyen de recrutement, il recrute typiquement pas plus de 40 avocats chaque année. C'est un des concours les plus sélectifs, le concours du barreau, pour te donner juste un exemple. Et tu as chaque année des dizaines de milliers d'étudiants guinéens en fait qui s'orientent en droit et espèrent ou caressent en fait un jour le rêve d'être avocat. C'est pas possible, on a besoin en fait de repenser le modèle et je pense que les métiers sont une vraie alternative qui peut s'offrir à nous. Je vois un certain nombre de travaux qui sont abattus par le ministre Jatrofa de l'enseignement technique et l'enseignement technique qui fait un certain nombre de choses pour que la jeunesse en fait réapprenne aujourd'hui que l'enseignement technique n'est pas une honte. L'enseignement technique en fait c'est pas réservé en fait qu'aux derniers de la classe quoi. C'est d'ailleurs cet exercice là que le Sénégal fait parce qu'ici il y a ce que l'on appelle les lycées techniques où après ton brevet de technicien qui s'écoule sur 3 ans, tu as la possibilité de faire le bac si tu as envie de faire des études supérieures. Bien sûr. Et la conséquence de cela, c'est que après ton lycée technique, tu as une compétence qui peut être utile pour toi et pour la société. Bien sûr. Et est-ce que donc on peut passer à ce qui a été tes activités? Bien sûr. D'accord. Déjà, quel a été ton parcours entrepreneurial? Alors, je vais être hyper linéaire, je vais aller de manière très condensée sur ce que j'ai fait. Et tu sais, il est toujours... moi, j'ai trouvé qu'il était un peu prétentieux de parler de soi-même. Mais j'essaye quand même de restituer l'essentiel de ce que j'ai pu faire de manière à ce que ça ne soit pas prétentieux déjà, à ce que ça soit très vrai. J'aime beaucoup la franchise dans les échanges. Si tu vois par exemple aborder l'échec, c'est un sujet très peu fréquent en fait chez beaucoup d'entrepreneurs. Tu vois, beaucoup d'entrepreneurs ou dans l'entrepreneuriat, on s'est habitué à cette vision hyper bling bling. Tout de suite j'ai créé ma société, tout de suite je roule sur une grosse caisse, Maserati et tout ça. Le rêve américain, si tu veux. Alors que c'est pas du tout ça. C'est à l'inverse en fait beaucoup de choses, beaucoup de défis un peu plus complexes. Alors de manière générale, moi quand je suis arrivé au Sénégal, j'ai vu qu'il y avait un petit besoin de s'activer. Donc on était à l'université, on a embrassé en fait un sujet qui était en vogue à ce moment-là, le digital. Donc on s'est dit que tu as un besoin sur le marché. Il y a des entreprises qui ont envie de faire du community management, il y a des entreprises qui ont envie de développer un site web, il y a des entreprises qui ont en tout cas envie de mettre en fait
les moins que le digital offre en fait. D'aller sur le web. Ouais, d'aller sur le web et à la conquête du web. À ce moment-là, avec des amis, on crée une agence qu'on avait appelée Kangam. Ok. Alors Kangam, ça veut dire en Wolof génie. Donc on avait à la base un développeur, il y avait moi-même, mon ami Abdourahim et moi. Il y a un ami avec lequel je me côtoie beaucoup au Sénégal. Et on a créé en fait Kangam à cette époque-là, quoi. Donc en gros, on a très bien débuté. On fait, je me souviens, sur 2 ou 3 mois, on a fait approximativement 2 à 3 millions de francs CFA, ce qui n'était pas négligeable en fait pour une petite entreprise qui débutait. Donc c'était un CA hyper conséquent et qui nous a encouragés dans ce que nous faisions. Et tiens-toi bien, lorsque tout semble aller en entrepreneuriat, c'est à ce moment-là que tout ne va pas bien. C'est à ce moment-là qu'on découvre que lorsque l'argent rentre en compte, quelquefois, quel que soit en fait le montant, on ne se comprend pas toujours si on n'a pas la même vision des choses. Donc avec mes associés, finalement, en fait, on s'est éclaté parce qu'on avait une vision un peu différente de la chose. Quand moi j'ai envie d'aller à Fan, l'autre a envie d'aller à Guédiawaye. Quand moi j'ai envie de prendre cette direction, l'autre a envie de prendre cette direction. Et là, j'ai appris ma première leçon d'entrepreneuriat et que j'ai abordé dans mon livre, quoi. Ça veut dire que si tu as envie de créer une entreprise et que tu penses t'associer avec une personne, trouve la personne avec laquelle tu es certain et sûr de partager la même vision et tu sais où est-ce que tu vas exactement et vous savez que vous irez de la même cadence et que vous irez en fait dans le même rythme. En fait, ça c'est hyper important et franchement c'est une chose que je voulais dire et c'est le premier conseil que j'ai envie de donner en fait aux prochains entrepreneurs qui ont envie de se lancer. Bon, j'ai fait quelques mois, j'ai digéré le petit échec. Après, j'ai relancé en fait une autre société avec un ami qu'on a appelé New Africa Investment and Holding, SAL. C'est une société qui évolue en fait, qui évolue dans la finance participative. On se dit, bah écoute, en Afrique, le plus gros problème de manière générale, c'est l'accès au financement pour les entrepreneurs. Donc nous, on avait envie de, à la base, en fait, c'était une plateforme de crowdfunding qu'on avait envie de mettre sur pied, c'est-à-dire qu'on se met sur des petits comités d'investissement, on cherche des projets qui nous paraissent intéressants et rentables et on fait appel en fait à des investisseurs. Donc c'est généralement des mises entre $500 jusqu'à 2000, jusqu'à $5000. Et du coup on avait fait une très bonne entrée, un très bon début, mais malheureusement en fait sur la partie gestion de projet, c'est là que ça s'est un petit peu estompé et que les échecs en fait ont commencé à s'amasser, quoi. Donc de manière générale, on avait réussi sur 10 projets à réunir une idée de création d'un resto coworking sur Dakar. On avait réuni 80% en fait de tous les investisseurs, de tout l'investissement nécessaire. C'est approximativement près de 12 000 € que nous avions réussi à collecter. Mais malheureusement en fait sur la partie gestion de projet, puisque nous n'étions pas très préparés, que nous allions dans un secteur qui était hyper méconnu, on a fini par bousiller le capital. Ok. Et je retiens 2 choses. La première chose, c'est quand tu as parlé de ta séparation avec les associés. Tes associés. Il y a beaucoup dans le monde de l'investissement qui conseille le plus souvent aux entrepreneurs de toujours prévoir des clauses de divorce. Et tu vois, par exemple, c'est une chose hyper intéressante. Et lorsque je suis arrivé, après on va aborder ce pan-là, lorsque je suis arrivé dans le monde des sociétés de venture capital, je me suis rendu compte que c'était une question centrale en fait qu'on posait aux gens. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé d'avoir des interviews avec des entrepreneurs et mon supérieur en fait leur pose toujours la question, ok, vous cherchez de l'argent, vous n'en avez pas. Quels seront vos rapports le jour où vous en aurez? Quels seront vos rapports en fait le jour que vous allez bâtir en fait une société qui est évaluée en fait à des milliards de francs CFA par exemple. Là vous n'avez rien, vous faites un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas les $50 000 quand on l'exprime en dollars. Qu'est-ce qui va arriver le jour où vous allez atteindre les $10 millions et que les enjeux seront un peu plus importants et que les enjeux seront un peu plus complexes en fait. Donc c'est hyper important de se poser toutes ces questions-là. Et comme tu le dis, en fait, la stratégie de séparation ou les clauses de séparation sont hyper fondamentales pour les gens qui se lancent en entrepreneuriat de manière générale. Et il faut toujours réfléchir en fait à cette option-là.
de manière sincère, échange avec ton associé. Le jour où on arrive à vendre, où on veut vendre en fait, comment les choses vont se passer. Et tu vois, par exemple, ça a été le plus gros problème entre Mark Zuckerberg et l'un des principaux fondateurs de la société Facebook, parce qu'ils ont dilué en fait les actions de l'un des principaux acteurs, malheureusement, lorsqu'il a fallu mettre d'autres investisseurs. Sur le coup. Ouais. Et la seconde chose que je retiens là, c'est la gestion de projet. Ok. Le fait que les choses aient capoté. Et mais je reviendrai sur cette question parce que je te réserve une question par rapport au fait de pouvoir travailler avec des talents dès le début. Ouais. Afin de pouvoir aller plus vite et de propulser l'activité et la société. On reviendra dessus. Okay. Et est-ce que pour toi, les projets sur lesquels tu as travaillé ont eu à impacter les gens autour de toi? Parce que c'est une raison qui revient le plus souvent pour les entrepreneurs. Ouais, alors de manière générale, moi j'aime bien une chose pour chaque projet que nous essayons d'initier et que je réfléchis. En fait, pour chaque projet dans lequel je me lance habituellement, il y a une dimension impact que j'ai intégrée très tôt. Pour moi, l'impact, c'est créer des emplois. Pour moi, l'impact, c'est créer des emplois, comme je dis, des emplois pérennes. Pour moi, l'impact, c'est avoir un impact environnemental. Pour moi, l'impact, en fait, c'est créer de la richesse, payer ses impôts. Exactement. C'est ce qui fait vivre l'État de manière générale. Ouais. Donc, oui, si tu veux savoir si mes activités ont eu à impacter, je dirais que j'ai été fier un jour de me dire, écoute, même si ça n'a pas duré, ça n'a pas excédé 12 ou au-delà, 12 mois, j'ai réussi quand même à employer en fait 2 ou 3 personnes qui étaient au compte de New Africa Investment Holding et qui recevaient le double du SMIC en fait au Sénégal, qui est de 45 000 pour être très précis sur les chiffres, quoi. Donc en gros, participer à l'économie, réunir des gens, payer des salaires, ça c'est une chose hyper importante pour moi, et quand je fais de l'entrepreneuriat, j'ai surtout envie de partager. Je suis à féliciter pour ça parce que la plupart des gens, ils te diront toujours qu'ils ont envie de faire, mais ils ne le font pas. Et toi, Bien sûr. Tu as osé faire, tu l'as fait. Bien sûr. Et ce qui est arrivé est arrivé. Ce qui est arrivé, je ne le regrette pas. Non, je suis d'accord avec toi. Avec le temps qui s'est écoulé et face à tes nouvelles obligations professionnelles, tu connais encore plus aujourd'hui l'entreprise et la start-up qu'hier. Est-ce qu'au regard de tes expériences que tu as nouvellement accumulées, un fossé s'est créé entre ce que tu as écrit dans notamment expérience et créer sa start-up de A à Z et ta vision actuelle des choses? Et tu vois, il y a toujours une chose qui est hyper difficile avec les écrivains ou les gens qui écrivent. La remise en cause. La remise en cause. Des fois, tu écris une chose, 5 ans après, tu relis ce que tu as écrit, tu te rends compte que tu ne ressens plus ces lignes-là. Tu vois, ça arrive. Ouais. C'est pour ça, moi, j'ai un gros respect en fait pour les écrivains qui restent dans le temps. Tu vois, il y a eu des écrivains aujourd'hui qui ont écrit au 16e ou 17e siècle. Et quand tu ouvres leurs écrits, tu as l'impression en fait que les lignes qu'ils ont écrites en fait restent toujours d'actualité et sont écrites en fait au moment où nous les lisons. C'est un peu différent, mais moi quand je pense à beaucoup de choses, c'est quasiment de la projection, hein. C'est quasiment de la projection et c'est hyper prémonitoire en fait, à vrai dire, pour beaucoup de personnes. Mais moi de manière générale en fait, je dirais juste qu'il y a des petites lignes que j'ai envie de réécrire, il y a des petites choses que j'ai dites qui devraient être réadaptées, qui doivent être réadaptées au contexte, revues. Parce que tu vois, par exemple, dans le précédent livre que j'ai écrit, Créer sa start-up de A à Z, beaucoup de gens, en lisant l'ouvrage, en fait, ont l'impression que je fais l'apologie à l'entrepreneuriat, que je pense que l'entrepreneuriat est coûte que coûte une solution, en fait, le seul moyen pour arriver en fait, à l'indépendance financière. Alors, attention, moi je pense que nous n'avons pas tous en fait vocation à être des entrepreneurs, et même si nous le sommes tous, il n'y a qu'une poignée de mains qui pourrait réussir, à vrai dire. Donc il est hyper important de réadapter les choses au contexte et de redonner cette dimension-là à mon livre en fait. Et un jour, si je pense à refaire une réédition, j'irai énormément dans ce sens-là, quoi. Parce que malheureusement, l'entrepreneuriat peut être quelque chose d'hyper frustrant aussi, et j'ai beaucoup envie d'aborder ces pans-là. C'est pas de ta faute, hein, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, Internet a nourri l'esprit des uns et des autres,
Et tout le monde pense que la solution la plus adéquate, c'est entreprendre. Alors que si tu prends, si on reste sur le cas africain, ceux-là qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, c'est des gens qui ont capitalisé énormément en entreprise. Bien sûr. Et qui ont occupé des niveaux de responsabilité qui les donnent une vision plus large de ce qui est une entreprise ou de ce qui est une start-up pour le cas des start-up et qui ont décidé d'être indépendants. Bien sûr. Et tu vois, par exemple, s'il y a une chose que j'aurais reprise ou que j'aurais refaite d'une certaine manière, c'est que je me suis trompé sur mes approches de l'entrepreneuriat. Et comme tu le dis, c'est hyper vrai. Habituellement, lorsqu'une personne a réussi dans un secteur, parce que la personne en fait connaît grandement le secteur, il est hyper important de ne pas être ok, moi j'arrive par exemple, je suis médecin, j'ai envie de créer une société dans le commerce. Je peux réussir en fait, mais si je réussis, c'est un exploit. Ouais. Parce qu'en gros, c'est pas un secteur que je connais, c'est pas un secteur que je maîtrise. Donc il est aujourd'hui fondamental de regarder, d'observer, de savoir, de voir un marché, de le découvrir et de connaître en fait les principaux défis du marché dans lequel on veut se lancer, la solution que nous avons envie d'apporter et d'évaluer en fait en termes de valeur ajoutée ce que nous apportons. Parce qu'il ne s'agit pas en fait de se lancer pour se lancer. Ouais. Il ne s'agit pas en fait de créer une entreprise seulement pour la créer. On crée une entreprise en fait pour gagner un marché. Ouais. Pour gagner en fait une part dans un marché. On crée une entreprise en fait pour apporter une solution et on crée une entreprise en fait pour apporter une solution en fait qui crée finalement le bon compromis. Le bon compromis, c'est que moi je gagne de l'argent et le bon compromis, c'est que les gens en fait qui utilisent en fait la solution que j'apporte trouvent leur compte dans l'utilisation en fait de la solution que moi je peux apporter quoi, de manière générale. C'est ce qui est d'ailleurs bluffant et séduisant avec en tout cas les entrepreneurs qui maîtrisent leur secteur face aux investisseurs, parce que l'autre challenge, c'est en étant entrepreneur ou en étant à la tête d'une activité, c'est de pouvoir amener pédagogiquement la personne qui investit dans ton activité à comprendre la chaîne de valeur, le secteur dans lequel tu évolues. Et c'est ce challenge-là que je trouve très intéressant. Enfin, c'est ce côté-là que je trouve très intéressant pour les systèmes d'investissement. C'est tous les jours un nouvel apprentissage, tous les jours des secteurs d'activité qui sont nouveaux. Ouais, et le défi des entrepreneurs, c'est, comme je viens de le dire, amener ceux qui ne connaissent pas ce secteur-là, mais qui veulent investir dans ce secteur, à le connaître. Et donc, est-ce que ça revient à la question liée à la gestion même de projet. Ça revient. Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, tu as été ralenti? J'ai un début de réponse, mais j'ai envie d'avoir une réponse totale. Est-ce que tu as été ralenti dans tes activités pour cause d'incompétence de tes équipes, par exemple? Moi je pense en fait que la majeure partie du temps, lorsqu'une personne échoue, c'est qu'elle n'arrive pas en fait à formuler une offre qui est généralement très adaptée en fait au marché dans lequel la personne évolue. Et de manière générale, moi je pense que les gens avec lesquels j'étais, c'est des gens dévoués. C'est une chose que j'apprécie beaucoup parce que pour moi, tu vois, les diplômes ils sont hyper importants comme je l'ai dit et ça peut peut-être créer un petit peu la confusion avec mes propos du début. C'est hyper important, mais moi, si je suis un recruteur, la première des choses en fait que je cherche bien avant les diplômes, c'est l'engagement, le dévouement. Lorsque je suis en train de lancer un projet, j'ai bien envie de comprendre que la personne que je mets dans mon projet a envie de faire bouger les lignes, a envie de faire bouger moi mon projet en fait. Et dans ce sens-là, c'est hyper important de s'entourer des bonnes personnes, autant que des associés plutôt que des collaborateurs, parce que moi j'aime pas le terme employé, j'aime plutôt dire collaborateur de manière générale. Donc, mais je pense pas que les freins ils soient liés en fait aux équipes. Le frein que nous avons eu de manière générale était le besoin constant d'argent, puisque l'entrepreneuriat c'est un truc hyper consommateur, donc de manière générale on va venir en fait sur cette partie-là. Je sais qu'il y a des questions qui me sont réservées sur la partie argent et tout. Donc comme je le dis, il est hyper important en fait d'avoir des ressources. Lorsqu'on se lance dans un projet, on investit forcément.
Le marketing, ça mange. Les employés, ça mange. Les frais opérationnels, c'est des coûts. Ouais. Et on ne peut pas en fait ramener des marchés sans qu'il y ait un investissement de base et qui te permet de capter ce que tu as envie de capter comme chiffre d'affaires. Il y a des efforts de vente qu'il faut faire et ces efforts de vente-là, c'est de l'argent. C'est exactement ça. D'ailleurs, pour aller dans le même sens que toi, les budgets des entreprises sont absorbés à plus de 70% par la communication et le marketing. De manière générale. Tu prends, je ne vais pas faire la publicité, mais tu prends Orange par exemple, tu prends Wave, à chaque coin de rue tu les vois. Bien et sûr. Ça a un coût. Ça a un coût. J'ai suivi Tidiane Dème dans la capitalisation de ses expériences qui disait qu'il faut évoluer au début avec une équipe qui est qualifiée pour selon lui aller plus vite et plus efficacement. Et la question que j'ai envie de poser, c'est de savoir comment on fait pour avoir une équipe qui est qualifiée sans avoir un système de rémunération vis-à-vis de cette équipe. Parce que quand on parle d'une équipe expérimentée, il faut une rémunération à la hauteur de chacune de ces expériences. Comment on fait au début? Alors moi je pense qu'il y a un certain... il y a une certaine stratégie ou une certaine manière de faire qui est aujourd'hui... en fait que beaucoup d'entrepreneurs intègrent aujourd'hui. C'est le fait d'avoir une vision. Tu vois, par exemple, moi je suis le genre de personne qui s'accroche à une vision de manière générale. En gros, si tu me fais travailler, le salaire c'est important, mais j'ai envie d'être stimulé. J'ai envie que ton projet il me parle. J'ai envie de sentir que ce que je fais a de l'impact. J'ai envie de sentir que mes actions en fait peuvent impacter une personne. Donc de manière générale, si je suis un entrepreneur, si j'ai envie d'avoir des gens dans mon équipe, que ce soit une bonne équipe, que ce soit des talents, j'ai d'abord envie ou j'ai ce besoin-là d'incarner une vision, d'avoir une vision claire moi-même de ce que j'ai envie de faire. Et c'est en fonction de ce que de ma connaissance du projet, de ma maîtrise du projet, des étapes à suivre, de la vision et de ce que j'ai envie d'accomplir. C'est en fonction de ça que je pourrais attirer des talents. Plutôt que des seniors qui vont bouffer beaucoup d'argent dès le début et dès le départ, parce que finalement les seniors ils sont là, ils vont bosser, mais ça va pas se faire gratuitement et les factures elles vont être salées comme on dit. Ouais. Je ne sais pas si tu suis l'actualité, c'est d'ailleurs ce qui se passe avec le jeune entrepreneur malien. Ouais, Adama Kanté, qui est même accusé d'établir un système Ponzi. Pyramide de Ponzi, ouais, j'ai vu ça, c'est hyper compliqué, c'est difficile. C'est très compliqué. Ouais. Et j'ai parcouru un de tes posts où tu expliquais tu faisais en quelque sorte un résumé de tout ce qui s'est passé dans tes activités entrepreneuriales. Ouais. Ce qui a attiré mon attention, c'est la question liée aux charges opérationnelles. Et tu disais que tu as été surplombé par les questions liées aux charges opérationnelles. Tu me corrigeras s'il y a erreur. Et donc, tu es passé par là. Est-ce que tu as un mot à adresser à un entrepreneur qui ne sait pas classifier par ordre de priorité ses charges opérationnelles? Alors moi je pense en fait que le budget revêt une importance particulière dans toute organisation et l'entreprise un peu plus. Alors le budget te permet de savoir exactement ce que tu vas utiliser au cours d'une certaine période. Il est important de savoir et il est important de connaître ça. Pour un entrepreneur, il est hyper fondamental de connaître ce budget et de savoir en fait surtout l'évaluer. En fait, évaluer un budget, ça voudrait dire de manière générale en fait savoir où on va, qu'est-ce qu'on va dépenser, comment on va le dépenser, on va mettre notre argent, où on va le mettre en fait de manière générale. Et ça c'est hyper en fait fondamental pour un entrepreneur et pour une entreprise en fait. Donc le conseil que j'ai à donner, c'est vrai qu'il y a des marges, il y a toujours des marges d'erreur lorsqu'on a envie de se lancer lorsqu'on analyse nos coûts, il y a toujours des marges d'erreur, mais il est hyper important de savoir prioriser, de savoir où on met notre argent, de savoir comment on le dépense de manière générale. Et en gros, c'est la question fondamentale lorsqu'un investisseur te donne de l'argent. S'il te donne de l'argent, il ne va pas te donner son argent, il va dormir. Il te donne de l'argent, il va savoir où est-ce que tu vas le mettre. Il te donne de l'argent, il va certainement en fait et de manière générale se poser des questions sur comment tu vas dépenser son argent, parce que c'est son argent quoi. D'accord.
À présent, on va aborder la question liée à ton rapport à l'argent, aux investisseurs, à la structuration des processus d'accompagnement des entrepreneurs, que ce soit au Sénégal, le cas en tout cas que moi je maîtrise le mieux. Et la première question de cette rubrique, quel est ton rapport à l'argent? Est-ce que pour toi, l'argent est une forme de force? Est-ce que c'est un accomplissement? Est-ce que c'est une mise à l'épreuve du véritable nous? Parce que quand on a de l'argent, il révèle soit la discipline que nous sommes par lui ou l'indiscipline que nous avons toujours été. Quel est donc ton rapport à l'argent sur la dimension de sa recherche, de son utilisation et de sa gestion? Alors, tu vois, par exemple, moi je partage un point de vue d'un entrepreneur ivoirien que tu connais certainement, Stanislas Zézé. C'est le fondateur du groupe Bloomfield Invest. Et il fait partie des entrepreneurs, moi, qui m'inspirent le plus en Afrique. Ils évaluent les systèmes financiers des différents pays. Les systèmes financiers des différents pays. Et ils le font généralement dans les monnaies de ces différents pays, ce que je trouve hyper intéressant. Je fais un peu de pub pour lui. Alors, j'espère que Stanislas va ramener la facture. Non, il va payer la facture. C'est nous qui allons lui donner une facture et qui va la payer en fait. Alors, la chose que je voulais dire, c'est que l'argent, c'est une conséquence. C'est pas une finalité. Pour moi, la réussite, de manière générale, c'est vivre et avoir su en fait apporter un plus à ses parents, à la communauté, à son état, de manière générale, quoi. Moi, je pense que le succès, je l'évalue plutôt comme ça. Et mon rapport à l'argent, c'est une chose qu'on utilise pour vivre dignement. En fait, il y a des gens qui vivent dignement, peut-être qu'ils n'ont pas d'argent. C'est une chose en fait qu'on utilise en fait du jour le jour. Est-ce qu'il t'est arrivé de mal l'utiliser justement? Oui, il m'est arrivé de mal l'utiliser, de mal le dépenser parce que je ne priorise pas moi en fait. Personnellement, je parle pas de l'entreprise, mais de ce que je gagnais. Il m'arrive en fait quelquefois d'être un peu dépensier et c'est une des choses en fait qu'il est fondamental que j'apprenne à changer et sur laquelle en fait je me concentre beaucoup à changer. Donc c'est hyper fondamental comme je l'ai dit. Donc c'est important. C'est important de savoir l'utiliser. C'est important de savoir que c'est juste un matériel, c'est juste une chose qui peut être bien utilisée ou pas. Dans les deux cas, il y a toujours des conséquences. Si tu l'utilises bien, tu vas encore en avoir plus, tu vas encore un peu plus t'en servir parce que tu l'aurais intelligemment investi. Si tu l'utilises mal, malheureusement, tu risques de le perdre. Et il y a cette question qui me vient en tête. Est-ce que pour transvaser sur l'aspect gestion entrepreneuriat, est-ce que quand on est un mauvais gestionnaire d'argent dans sa vie privée, est-ce que cela peut avoir des répercussions dans son activité? Ouais, je pense que c'est ce qui est très possible. Si on est une personne qui gère mal son argent de manière générale, à titre personnel, je pense que ça peut être le même souci qu'on peut répliquer dans la société ou dans une entreprise que nous créons ou dans une entreprise que nous dirigeons. Mais tu vois, par exemple, il est hyper important aujourd'hui de créer des process qui empêchent une personne de mal disposer de l'argent de l'entreprise. Parce que je vois, par exemple, c'était une chose qui était hyper importante qu'on avait faite avec Skillzy, la petite agence que j'avais créée qui accompagnait des gens sur la formation, sur des soft skills et tout. On avait à l'époque un DAF hyper intransigeant sur les procédures, ce qui veut dire que moi, qui dirigeais l'entreprise de manière générale, j'avais pas accès à de l'argent. Si je veux en disposer, je passe par lui. Si je viens en disposer, je passe par des process. Donc tu vois, il y a des systèmes qui sont déjà créés qui limitent la manipulation déjà de cet argent. J'ai vécu la même chose avec Carbone 14 dernièrement. Et qui limitent, tu vois, les risques voilà, que l'argent soit bousillé, que l'argent soit mal dépensé de manière générale, parce qu'il y a des process qui sont créés et qu'il y a des méthodes aujourd'hui qui permettent, en fait, comme je l'ai dit, de ralentir les risques d'utilisation abusive de l'argent qui n'appartient pas à une personne et qui n'est pas censé repartir dans les poches d'une personne à titre privé, quoi, parce que c'est de l'argent de l'entreprise. Est-ce que
est-ce que ce défaut ou cette qualité-là vous interpelle en tant qu'analyste investment? C'est hyper important chez les analystes investment, comme tu le dis, on n'a pas eu le temps de revenir sur ce petit plan-là. Alors, je vais juste faire un petit cours pour les gens qui ne connaissent pas forcément, parce que c'est un nouveau métier. Alors, les analystes investment, c'est un peu comme un analyste financier classique, mais l'analyste investment va un peu plus au-delà du cercle classique en fait de l'analyse financière. L'analyse investment essaie d'évaluer les meilleurs profils ou son fonds d'investissement. Généralement, il bosse pour un fonds d'investissement qui a de l'argent, qui a envie de le dépenser, mais qui a envie de le dépenser de manière intelligente, et il s'appuie en fait sur un analyste investment qui va trouver les meilleurs profils, qui va trouver les meilleures startups, qui va trouver les meilleures solutions et dans lesquelles l'argent du fonds en question serait investi. Donc, il est hyper important pour nous et dans les fonds d'investissement de manière générale de savoir que les entrepreneurs à qui nous donnons de l'argent ne risquent pas un jour de s'enfuir avec l'argent qui ne leur appartient pas, et que les entrepreneurs en fait auxquels nous donnons de l'argent ne vont pas utiliser l'argent dans un autre cadre outre que celui du développement de l'entreprise, outre que celui du pacte décrété généralement par notre association, quoi. Parce que en fait, pour les venture capitalistes, vous avez très peu de levier. Une fois que vous donnez votre argent, vous avez très peu de levier dans les cas où la société échoue ou le projet pour lequel vous vous engagez échoue. Tu vois, de manière générale, c'est quasiment de l'intuition. C'est de l'intuition, c'est un gros risque. Et comme tu le dis, il y a 60% d'intuition dans ce que les analystes investment y font. Moi, généralement, j'ai pas de méthode pour... Il y a des méthodes classiques qui peuvent te dire, écoute, si tu veux investir dans telle société, voici le profil type. Mais le profil type, quelquefois, on s'en fout. On va à l'intuition. Moi, comme je le dis, j'ai pas de méthode classique. Il faut qu'une solution me parle, il faut qu'une entreprise me parle, il faut que ses fondeurs me parlent, il faut qu'une équipe me parle. À ce moment-là, je me dis, écoute, moi j'ai envie que mon fonds d'investissement mette 50 000, mette 100 000 $, mette 500 000 $. Mais ça veut dire que si on échoue, comme tu dis, à aucun levier, tu ne vas pas poursuivre une personne. C'est un risque que tu prends. C'est ce qui rend votre travail plus compliqué. Plus compliqué, on a ce qu'on appelle la méthode du 1 dans 10. Ça veut dire que dans 10 investissements... Mais sauf que quand vous gagnez gros. Sauf que quand on gagne, en fait, le gain que tu peux faire, il peut couvrir généralement les pertes sur 10 sociétés que tu peux faire. Je prends juste un exemple sur un exit classique. Ça veut dire que si tu investis 100 000 $, dans 3, 4 ou 5 ans, ça dépend du temps que tu veux mettre avant de te retirer. En général, si ça se passe hyper bien, tu t'en sors avec $1 million. Et justement, il faut que l'entreprise grandisse beaucoup plus vite. Il faut que l'entreprise grandisse pour que tes 100 000 $ puissent aller de façon exponentielle. Et tu vois, c'est une relativité, quoi. Et c'est pour ça qu'il est toujours important que nous, les fonds d'investissement, on réformule notre offre. Ça veut dire qu'il n'est pas aujourd'hui productif d'amener juste de l'argent et de rester là à dormir, d'attendre 10 ans pour revenir chercher le gain. C'est-à-dire que si on met notre argent dans un fonds, il est très important, il est fondamental qu'on sache accompagner la croissance de l'entreprise, puisque finalement nous capitalisons sur la valeur ajoutée. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a investi une société qui vaut $1 million, on espère qu'elle va valoir dans 10 ans $10 millions, mais c'est pas juste se réveiller dans les 10 ans, en fait, c'est pas se coucher sans faire de travail dans les 10 années, quoi. Il faut développer la partie marketing, business development, aider la société à créer des nouveaux marchés, à créer de nouveaux produits, à s'adapter aux besoins du marché, à revoir son modèle économique, à grandir, et c'est un travail en fait de longue haleine. D'autant plus qu'avec les startups, les choses se compliquent le plus parce que rares sont les startups qui rentabilisent. Le plus souvent, c'est de la valorisation qui est faite. Après valorisation, les parts sont vendues et puis les fondateurs quittent. Ouais, de manière générale, en fait, c'est le schéma classique. Donc, une start-up, c'est sa vocation à elle. Donc, c'est de créer une solution. C'est des équipes, en fait. C'est des équipes de début qui mettent en place un projet. C'est des équipes de début qui mettent en place une solution et qui développent un marché. Okay. Donc, une fois que le marché est développé, l'objectif pour ces gens-là serait
sur l'année N+1, enfin si j'ai fait cette année $1 million, ou que je vaux $1 million, l'année prochaine, j'ai envie de valoir $2 millions au moins. Ouais. J'ai envie de sentir qu'il y a une sorte de croissance sur la valeur de la société. J'ai envie qu'il y ait une sorte de croissance sur la rentabilité de la société. Sauf que la rentabilité, c'est une chose hyper rare dans les startups. Justement. Et donc le schéma, de manière générale, c'est grandir, grossir et de se faire récupérer par un plus gros investisseur et de faire ce qu'on appelle un exit. Un exit, c'est une sortie. Et donc dès lors qu'on fait une sortie, ça permet de rémunérer les startups qui ont passé toute leur année ou tout leur mois à construire la société ou la startup en quelque sorte. Ok. Et j'ai envie je pense pas que c'était prévu pour cette interview, mais je vais quand même essayer de t'entendre dessus parce que j'imagine aussi que c'est un sujet que tu maîtrises. Qu'en est-il des refus? Des refus que vous opposez aux entrepreneurs, aux uns aux autres qui veulent lever des fonds. Je me rappelle, à une époque, je travaillais pour Kron, qui est une solution de gestion de petites monnaies. Et à une époque, mon job était de chercher des fonds d'investissement qui investissaient dans des solutions d'inclusion financière. Et c'était pas un travail facile. Qu'en est-il? Alors déjà, j'ai envie de te dire une chose. De manière générale, un fonds d'investissement n'a pas vocation à investir dans tout ce qu'il voit. Je prends juste un exemple. Nous sommes un petit fonds, ce qu'on peut appeler... Dans le micro, s'il te plaît. Ok. Ce que nous sommes aujourd'hui au stade actuel avec 75 millions de dollars, c'est un petit fonds comparativement à d'autres plus gros fonds. Mais ces 10 dernières années, nous avons parlé à près de 5000 entrepreneurs et nous avons sourcé dans notre pipeline. Le pipeline, c'est le fichier dans lequel nous mettons tout ce que nous rencontrons, toutes les solutions qui peuvent nous parler, qui peuvent nous intéresser. Nous avons sourcé approximativement près de 5000 startups et nous n'avons investi que dans 10. C'est pour te faire comprendre le ratio déjà. Ouais. Le ratio des investissements, c'est de manière générale la commune en fait à tous les entrepreneurs et c'est la commune, à tous les la valeur commune à tous les fonds d'investissement. Ouais. On parle finalement à beaucoup de gens, à beaucoup de personnes, mais on en parle à très peu. Mais tout se fait dans un processus, on concrétise avec très peu. Mais tout se fait dans un processus très très transparent. On parle aux gens, on échange avec eux, on essaie d'en savoir plus sur ce qu'ils font. Ouais. Si finalement c'est une chose qui peut nous intéresser, on considère que c'est dans nos thèses d'investissement, on leur dit écoute, nous ça nous tente bien d'investir. Essayons de discuter et de nous entendre sur des termes d'investissement. À ce moment-là, on va dire écoutez, nous si on met 50 000, on a envie d'avoir une dilution en capital de 5% par exemple. On a envie d'avoir des parts de 5%. Est-ce que vous consentez? Ça dépend également de la valorisation de la société. Donc si ça ne nous intéresse pas, à un certain moment, à un certain stade, on fait un mail et on dit finalement on s'est projeté sur ce que vous faites, on ne pense pas que la solution que vous apportez nous intéresse tant que ça et on ne croit pas que vous allez atteindre la croissance que nous souhaitons avoir avec vous. Et finalement, c'est pas un truc très difficile à avaler quand c'est fait de manière hyper transparente et que tu dis aux gens en fait qu'on n'est pas prêt d'investir et que tu expliques les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas ou que le fonds n'est pas prêt à investir. Donc ça c'est hyper intéressant et hyper important quoi. Et en fait tu viens de parler de l'incapacité par exemple de ces boîtes à pouvoir atteindre un certain seuil de croissance. Est-ce que c'est toujours ça? Le fait que vous n'investissiez pas chez eux, ou est-ce que c'est aussi dû à vos tickets à vos mandats d'investissement? Alors déjà, merci de me ramener dans ces choses du terrain classique que je commence à apprendre. Encore une fois, je ne suis pas un très grand expert du domaine de l'investissement, mais de manière générale, chaque fonds a ses thèses. Okay. On appelle des thèses d'investissement on appelle ça des thèses d'investissement et qui nous permettent de cadrer un petit peu. Tu vois, par exemple, il y a des fonds qui ne savent pas investir dans des petites boîtes. Leur vocation, c'est de mettre des tickets entre 10, 15 millions de dollars, 20 millions de dollars. Il y a des entreprises comme ça. Les investisseurs de Wave, de manière générale, qui a fait un tour de table à 200 millions de francs CFA. Avec Partech.
tu vas partir qu'en fait c'est un fonds d'investissement qui est gros et qui sont aussi quelquefois dans du middle, donc qui sont dans tout ce qui est early stage, dans les entreprises en début. Mais il y a d'autres startups, il y a d'autres fonds d'investissement qui ne savent investir que sur des petits fonds. Donc il est aujourd'hui aussi important que le start-upper qui a envie de lever de l'argent sache vers qui aller, parce que nous par exemple nous sommes un fonds d'investissement qui n'investissons que dans des solutions durables, ça veut dire regardant de l'environnement. Les secteurs dans lesquels nous sommes, ça va être de l'énergie, ça va être de la connectivité, ça va être en fait de l'accès à l'eau, et on est plus infrastructure. Tu vois, il y a d'autres fonds d'investissement qui mettent leur argent ailleurs ou dans d'autres secteurs, ça dépend de chaque fonds. Et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui fondamental, qui est ce travail de fond qui permet d'orienter l'entrepreneur de manière générale. Pour qu'il sache vers qui il allait. Et je considère qu'il y a aussi une certaine faute dans les fonds d'investissement parce que nous sommes un monde hyper fermé. Personne ne me parle pas quand il veut. Et c'est vraiment toutes ces choses-là que moi j'ai envie d'aller au contre-pied de ces choses-là. Finalement, parler à tous les entrepreneurs. Ça peut être un challenge. C'est un challenge en fait. Ça peut être un challenge. Ça peut être un challenge. Pour revenir à présent à toi, aux investissements que toi personnellement tu as engrangés, tu nous as expliqué les raisons des pertes que tu as enregistrées et quel a été par la suite tes rapports avec les investisseurs une fois que leur investissement est perdu. Alors c'est hyper difficile à gérer parce que de manière générale on a une communauté, je dirais en fait si on va dans le sens des investisseurs locaux en Afrique, ou qui sont dans notre sphère à nous en Afrique, qui ont grandi en Afrique, qui n'ont pas forcément la culture de l'investissement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que si tu mets ton argent... Dans le micro s'il te plaît. Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent que si tu mets ton argent, il a forcément vocation à fructifier. Alors que tu prends un risque. Autant moi je prends un risque pour faire fructifier ton argent, où j'espère en fait qu'on investit dans un projet qui va être rentable dans le temps. Autant il y a des personnes qui ne le comprennent pas. Donc finalement, ça devient des rapports hyper difficiles, des rapports hyper complexes et hyper compliqués à gérer de manière générale, quoi. Mais on espère toujours trouver le bon compromis, à expliquer les gens quelles sont les raisons de l'échec, comment on va peut-être refaire les choses différemment s'il y a un jour de la chance de les refaire. Et c'est plutôt ce qu'on essaye de faire, quoi. Ok. Et quel a été ton état d'esprit dans lequel tu as abordé déjà tes pertes et comment tu as capitalisé en termes d'apprentissage sur tes réussites et sur tes échecs? Parce que, vois-tu, quand on commence à toucher des montants différents qu'on a l'habitude de toucher et que d'un seul coup, on est sorti de cet univers du fait de notre échec, c'est très difficile, c'est une pilule très difficile à avaler. Alors, comment toi tu as fait? C'est une pilule hyper difficile à avaler. Moi, psychologiquement, ça m'a beaucoup éprouvé. Les derniers mois, j'ai eu le dégoût de l'entrepreneuriat. Je n'en parlais plus, je n'en faisais plus l'apologie parce que de manière générale, pour moi, en faire l'apologie serait forcément amener d'autres personnes à aller se cogner tout droit au mur. Ça a été une chose hyper difficile à gérer. Ça a été un chapitre de ma vie des plus complexes et des plus compliqués. Et aujourd'hui, ça m'a appris plein de choses. L'une des principales choses que j'ai apprises, ce serait la fois où je me relancerai en entrepreneuriat. Si je peux le faire seul, pour un premier temps, certes avoir des associés, mais avec lesquels on comprend tous qu'il y a un échec possible et qu'il ne faut pas écarter la piste, qu'il faut pas écarter la piste du possible et qu'on s'entend sur ces termes-là. Je pense que je serais très à l'aise en fait de répartir dans un autre projet, mais c'est seulement à ce prix-là. L'association avec d'autres personnes, ce serait seulement à ce prix-là. Moi, je me rappelle que il y a eu avec mon associé Yvon Bertrand et mon ancien employeur qui avait l'intention de mettre dans notre boîte de redistribution de produits agricoles de l'argent. Okay. Il y a eu cette question qui s'était posée et qui avait causé des divisions entre nous. Et la question c'était de dire, écoute, il y a beaucoup de risques dans notre activité parce que
la chaîne de distribution, on ne la maîtrise pas totalement et nous sommes avec des produits périssables. Donc, si quelqu'un doit rentrer dans le capital, il faut que la personne puisse mesurer la hauteur des risques et des possibilités de perte. Oui. Et à l'époque, j'avais pas une oreille très ouverte à cette proposition-là, parce que il faut aussi le dire, c'était la première fois pour moi d'avoir cette proposition-là. Et aujourd'hui, sincèrement, avec le recul, je pense qu'on a bien fait de parler de tous ces risques-là, parce que ce qui est mis en avant par tous ceux-là qui veulent prendre de l'argent ou tous ceux-là qui entreprennent, c'est l'aspect positif de leur activité. Il n'y a jamais les aléas qui sont abordés, et après, quand les aléas arrivent, c'est une surprise et les investisseurs ont l'impression d'être arnaqués, tout simplement. Ouais, et comme tu le dis, il est hyper important. Tu vois, par exemple, dans d'autres pays, c'est en matière d'investissement, aborder les risques est inscrit dans la loi. Donc quand tu vas prendre un investisseur, que tu vas prendre de l'argent avec un investisseur, il faut au préalable sensibiliser la personne, et c'est une étape fondamentale. C'est une étape en fait formelle et qui est que la loi intègre de manière générale. Sinon ça devient du dol. Sinon ça devient du dol. Donc voilà, il faut parler aux gens, il faut leur expliquer le risque de manière générale, que les gens sachent en fait qu'ils mettent de l'argent quelque part, et cet argent-là il peut échouer, cet argent-là il peut créer de la valeur, mais la majeure partie du temps et la plus grande probabilité, ce serait qu'ils échouent, quoi. Ok, d'accord. L'autre question, c'est de savoir qu'est-ce qui change. Enfin, c'est déjà les structures d'accompagnement. Je parle là des incubateurs qui accompagnent les entrepreneurs et tout. Qu'est-ce qui change pour toi grâce à ces structures? Je pense à l'ADER, je pense à Impact Hub Dakar, je pense à plein d'autres incubateurs. Alors tu vois, par exemple, le problème que nous avons en Guinée, c'est que nous n'avons pas des structures comme celle-là. Ça existe, hein, mais chacun crée des initiatives un peu perso. Il est aujourd'hui très important de prendre l'exemple sur des structures qui existent comme celle de l'ADER qui est en train de faire ses preuves. Aujourd'hui, l'ADER en matière d'accompagnement, c'est une structure en fait qui a fait ses preuves en fait dans le dispositif entrepreneurial mis en place, dans le dispositif de la promotion de l'entrepreneuriat mis en place par l'État sénégalais. Tu vois, il est hyper important qu'on ait des structures comme celle-là quand je fais le parallèle avec la Guinée, mais sinon de manière générale, des structures comme celle-là qui fédèrent tous les acteurs de l'écosystème, à savoir les incubateurs, les fonds d'investissement, les structures d'accompagnement, de manière générale, font un travail important. C'est d'ailleurs très profitable pour l'État, parce que c'est des structures qui accompagnent à la formalisation des entreprises. Très profitable pour l'État, et donc qui dit formalisation, de manière générale, dit impôt et fiscalité, donc ils sortent... ils sont plus encadrés comme ça, quoi. Donc ça permet à l'État de comprendre l'activité économique et de savoir qu'est-ce qu'il y a, qui est possible de tirer, quel est le profit que l'État peut tirer directement, de manière générale sur cette formalisation, quoi. Et les structures d'accompagnement permettent d'aider à cela de manière générale. Et donc, est-ce que pour vous, parce que dans l'écosystème, il n'y a pas que les entrepreneurs, il y a les fonds d'investissement, il y a l'État qui simplifie de par la législation et de par les règles. Est-ce que ces structures ont aussi un impact sur vous, le travail que vous effectuez? Parce que la plupart du temps, sur les schémas classiques, ces structures déjà forment les entrepreneurs au système d'investissement. Bien sûr. Même si le contenu peut être critiquable et discutable, ouais, je comprends. Et fait une mise en contact. Ouais, je comprends parfaitement ce que tu dis. Chez nous, on appelle ça de l'investissement readiness. Donc, ces structures-là permettent à une entreprise, à une start-up, de répondre à des questions préalables. Ces questions préalables-là, c'est vers qui aller de manière générale. Donc, nous, si on parle à un start-upper qui a effectué cette démarche-là, on gagne en temps. Et de manière générale, ce sont les structures d'accompagnement qui facilitent en fait ce gain de temps-là.
parce que ces structures-là essaient de discuter avec ces structures essaient de discuter avec les start-upers, essaient d'analyser leurs besoins et essaient de les orienter en fonction de leurs besoins vers des investisseurs typiquement adaptés à ce qu'ils veulent faire. Donc oui, ce travail-là nous impacte de manière générale et nous aide beaucoup à aller de l'avant. En même temps, il y a l'autre facette, il y a l'autre face de la même pièce, les problèmes parmi lesquels je vais citer, je vais faire une comparaison entre l'entrepreneur francophone et celui anglophone. Tu avais commencé, tu as effleuré le sujet Oui. en début d'échange. Le constat qui est fait, c'est de dire que l'entrepreneur anglophone évolue plus vite que celui francophone parce qu'il a plus facilement accès à des financements et quand il est quasiment à sa 4e expérience d'activité ou d'entreprise, l'entrepreneur francophone n'a pas encore son premier investissement. Donc ce qui fait qu'en termes de capitalisation d'expérience, le premier part plus vite que le second. Est-ce que pour toi c'est un problème unilatéral des institutions ou des acteurs de l'écosystème ou est-ce qu'il s'agit là d'une faute collégiale de toutes les parties concernées à des dimensions et proportions différentes? Alors moi je pense que nos systèmes doivent beaucoup s'adapter. Tu vois, par exemple, tu as bien fait de le mentionner, il y a un très très grand problème. Il y a une très grande différence entre ce qui se fait ailleurs. Je prends l'Afrique... Dans le micro. Oui, désolé. Alors je prends l'exemple sur des pays comme le Nigeria. Alors le Nigeria, c'est la destination où les capitaux d'investissement privés sont allés le plus ces dernières années. C'est la nation qui a levé plus d'argent à travers ces différentes startups. Et comme tu le dis, il y a une sorte de maturité qu'ils ont du fait de la culture entrepreneuriale qui est promue dès le début. Il y a une certaine maturité du fait qu'il y ait des capitaux d'investissement, qui est un modèle qui se réplique un peu sur ce qui se fait un peu aux États-Unis, qui se fait un peu en Angleterre. Donc le monde du private equity ou de l'equity investment est très en vogue dans ces pays-là. Ce qui fait que tu as un écosystème qui se crée. Il y a un écosystème qui est créé de telle sorte à ce que les choses se font assez vite. Et des institutions fortes, si tu veux. Des institutions fortes, pour reprendre l'expression du président Barack Obama. Ouais. Donc les choses, le rythme dans les pays anglophones, ce qui fait qu'il est plus grand est relativement moins grand dans les pays francophones parce que nous n'avons pas des écosystèmes aussi matures que les autres. D'accord. Et une question me revient. J'ai envie de savoir pour toi, quel est le meilleur choix à faire entre l'investissement bancaire à celui des ventures capitalistes? Alors, tu vois, par exemple, moi, j'ai pas envie de créer un fossé entre les deux. Ok. Qui est meilleur, qui ne l'est pas. C'est toujours des solutions qui sont apportées. Enfin, vis-à-vis d'un entrepreneur. Oui, d'un entrepreneur, ça dépend de son besoin. Okay. Est-ce que l'entrepreneur a envie de diluer son capital pour accepter un fonds d'investissement tout en sachant que tu vas faire entrer une personne dans ton capital social? Ce qui est très classique avec les fonds d'investissement. Sinon, est-ce que tu as envie d'avoir un prêt bancaire qui peut être quelquefois contraignant, mais au final, lorsque tu parviens à rembourser ton argent, tu récupères ton capital à 100% et finalement, tu es encore maître de ton capital, quoi. Ni l'un, je ne dirais pas ni l'un ni l'autre. C'est en gros toutes des solutions de financement des start-upers en Afrique. Et je pense qu'il y a aujourd'hui une vraie compréhension de la part du monde des VC surtout et de la part du monde des banques que les deux secteurs peuvent forcément s'allier et pour le bien des entrepreneurs parce que de manière générale il nous est arrivé de faire des investissements hybrides, c'est-à-dire que si on fait d'un côté de la dette, c'est-à-dire qu'on se comporte comme une banque, on prête de l'argent à des taux relativement moins élevés que ceux des banques. De la même manière, on peut mixer ça à de l'equity. L'equity, c'est de l'investissement sur des parts d'actions. Donc, en gros, c'est hyper intéressant. Il nous est arrivé de faire grossir également nos tickets par des banques. Donc, en gros, on met 50 000 dollars par exemple, c'est juste un exemple. Et une entreprise a besoin de 50 000 dollars de façon additive. On a une banque partenaire qui peut mettre les 50 000 dollars de façon additive. Ça nous permet d'aller plus vite et de couvrir les besoins de l'entrepreneur. Donc, ouais. En clair, c'est chacune des solutions sur mesure. Chacune des solutions sur mesure et ça dépend du besoin de l'entrepreneur en question. Bien. D'entrepreneur à salarié,
Alors, d'entrepreneur à salarié, il y a un déclic. Ouais. De manière générale, on a toujours envie de se rémunérer. Lorsque tu fais de l'entrepreneuriat, la première frustration de l'entrepreneur, c'est de ne pas pouvoir se rémunérer. C'est-à-dire que tu gagnes de l'argent ou que tu fais gagner de l'argent à d'autres personnes, mais que finalement, lorsqu'on fait le compte de résultats à la fin de l'année ou qu'on fait le bilan, finalement, tu n'en as pas beaucoup pour te mettre dans tes poches, ou sinon tu décides de pas avant d'avoir levé un fonds conséquent, il arrive des fois que toi-même tu fasses le choix de ne pas percevoir un salaire, de travailler dans ton entreprise sans qu'il y ait un salaire et d'attendre finalement la fin de l'année pour faire le bilan et récupérer en fait ce que tu peux avoir en termes de dividendes. Mais ce schéma, il est déconseillé. Donc lorsque vous pouvez vous payer, payez-vous autant que les autres et autant que vos salariés. Mais la transition entrepreneuriat-salariat peut forcément précéder de cette frustration. En tout cas, dans mon cas, c'était ça. Tu peux faire de l'entrepreneuriat, mais ça veut dire que tes charges ne vont pas attendre. Si tu as une maison à payer, il va falloir la payer. Si tu dois manger, il faut manger. Ce n'est pas des choses qui vont attendre, quoi. Donc, oui. Et l'autre chose que j'aime bien avec les fonds d'investissement, aujourd'hui, je suis certes salarié, mais ce n'est pas un salarié classique. Tu es comme un entrepreneur. Ça veut dire que je suis dans la peau d'un entrepreneur. Ouais. On me demande de penser comme un entrepreneur. C'est d'ailleurs l'une des qualités qu'il recherche en recrutement. Surtout. Ton opérabilité, le fait que tu aies déjà été à un niveau de gestion très élevé, ou que tu aies exercé une activité de par toi-même, de par tes propres moyens. Certain, ça a été le principal point qui les a amenés à s'intéresser à moi. Le principal point, c'était de se dire, bon, lui, c'est quelqu'un qui connaît déjà un petit peu ce qui se fait, il connaît le milieu, il connaît l'écosystème, il connaît certainement d'autres entrepreneurs, il connaît les raisons d'échec des entrepreneurs africains de manière générale, puisque c'est les mêmes problèmes que tu peux trouver chez toi dans ton entreprise peuvent se répercuter dans d'autres entreprises et c'est surtout des choses qui se répètent, quoi. C'est un schéma qui se répète dans plus ou moins et c'est le gros problème et du problème en fait c'est un problème partagé par beaucoup d'entrepreneurs, donc ils se sont intéressés à mon profil parce que j'ai fait de l'entrepreneuriat de base et donc aujourd'hui c'est cool, j'ai mon salaire, j'ai des revenus qui sont sur le temps. Ouais, fixe sur le temps et c'est hyper important d'avoir des revenus fixes. Et l'autre chose, c'est cool de se comporter comme un entrepreneur, d'avoir l'autonomie d'un entrepreneur, de parler aux gens qu'on veut et de développer sinon son pipeline à soi seul, quoi. Ouais. Et j'imagine que cette transition-là, en termes d'adaptation, il y a eu des complications. Alors toujours, de manière générale, il est difficile pour un entrepreneur de penser aussi différemment qu'un entrepreneur. Tu vois, dans le salariat, il y a des contraintes. Un salarié ou un entrepreneur? Alors, un entrepreneur, lorsque tu as été une fois un entrepreneur et que tu deviens salarié, il est difficile de ne pas te voir comme un entrepreneur toi-même. Donc, ça veut dire, dans le salariat, finalement, le système classique, il est très différent de ce qui se passe en entrepreneur. En entrepreneur, tu peux avoir une certaine autonomie. Ça veut dire que dans le salariat, par exemple, si on te donne un travail à rendre, il va falloir que tu le rendes dans le temps. Cette petite organisation-là qui manque certainement à d'autres entrepreneurs ou sinon cette petite organisation-là, ça peut prendre un petit peu un temps d'adaptation. Le fait de recevoir des ordres aussi, c'est pas en soi une chose mauvaise, hein. C'est pas en soi une chose difficile à encaisser. C'est de l'apprentissage. Il faut surtout remettre, comme on dit, sa chemise, remettre la veste de l'humilité, quoi. En gros, il faut apprendre et à comprendre qu'on n'est plus le monsieur qui va donner des ordres, même si ce n'était pas mon cas en entrepreneuriat. Lorsque je dirige une société, j'ai juste envie de savoir que tout le monde s'enjaille. J'ai juste envie de savoir en fait que tout le monde va dans le même sens et que tout le monde fait des actions qui vont nous porter dans des next steps. Mais malheureusement, en fait, je dirais pas malheureusement, donc c'est un peu ce qui peut être dans difficile. Le micro, s'il te plaît. C'est ce qui peut être un peu difficile de manière générale, en fait, dans le salariat. Il faut un temps d'adaptation. Okay. Et ce temps d'adaptation, il prend... Ouais. Il prend du temps. Il prend du temps pour éviter la tautologie. Je voulais trouver un mot pour contourner... C'est pas grave, oui. Ouais, pour contourner ça. C'est pas grave. Est-ce que pour toi, travailler dans une société à capital risque, est-ce l'école parfaite pour un ancien entrepreneur? Enfin, pas tout à fait ancien entrepreneur.
Ça veut dire ancien entrepreneur et prochain entrepreneur aussi. Exactement. Le monde des sociétés de venture capital, des VC, c'est des places to be pour un entrepreneur. C'est là où on développe des contacts avec les prochains investisseurs de sa start-up si on décide un jour de se relancer. C'est là qu'on apprend vraiment à faire l'autopsie de l'échec des startups africains de manière générale, puisque tu vois généralement quels sont les facteurs de réussite d'une société classiquement dans une société africaine, classiquement dans l'écosystème africain. Tu vois également ce qui peut constituer un échec que beaucoup de personnes n'arrivent pas à contourner. Et finalement, si tu as les bonnes informations et que tu sais utiliser à bon escient ces bonnes informations-là, tu peux parvenir à te relancer dans une société ou une start-up un jour et pour faire les choses de manière parfaite et de manière différente si tu avais échoué dans mon cas, si tu avais échoué en avant comme dans mon cas. Je vais donc te poser une dernière question parce que cet échange a duré dans le temps. Il s'étire parce que les échanges ils sont hyper passionnants. Exactement. Est-ce que pour toi, enfin, l'aventure capitaliste, ou si tu veux, les ventures capitalistes sont connus pour leur maîtrise de ce qui peut être un bon investissement. Et ça, également, on peut le mettre entre griffes parce qu'il s'agit du feeling. Là, tu as abordé la question. En étant de l'autre côté de la table, notamment en étant analyste investment, est-ce que le discours change ou il reste le même? Si tu étais face au Wouri entrepreneur, le Wouri analyste investment face au Wouri entrepreneur, est-ce que le discours est le même? Le discours, il n'est pas forcément le même, il est hyper différent. Et comme tu le dis, de manière générale, en venture capitaliste, et j'aime bien le terme, le commun d'un venture capitaliste, c'est la connaissance des modèles économiques des différentes sociétés ou des modèles économiques qui peuvent fonctionner dans un marché, qui peuvent être porteurs d'une certaine croissance. Donc le venture capitaliste, de manière générale, sa qualité et la qualité la plus fondamentale, c'est de se dire ce marché-là, il peut être croissant, il peut créer de la croissance. Donc très important de savoir où est-ce qu'on va se porter sur une période X, comment les choses vont aller, comment les choses vont évoluer. Et donc, en fonction de ça, le discours il change de manière générale, quoi. J'ai un peu été énigmatique sur la réponse de la question. Je ne sais pas si j'ai été... Non, c'est correct. Si c'était parfait. C'est correct. Alors, je pense qu'on tire vers la fin là. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à dire sur d'autres sujets. Alors, un échange hyper passionnant. Merci Ibrahim Sori pour ce que nous avons fait aujourd'hui, pour les différents points que nous avons abordés. Voilà un parcours que je dirais hyper modeste. J'espère à vrai dire que ce que j'ai abordé là va aider des personnes à aller de l'avant dans ce qu'ils font. S'ils sont des entrepreneurs, j'espère qu'ils vont un peu plus appréhender les défis de l'entrepreneuriat. S'ils ont envie d'être salariés ou d'être employés qui travaillent pour le compte d'une autre personne, j'ai aussi envie que ces gens-là se retrouvent dans mes propos. C'est l'une des choses, c'est la dimension surtout que j'ai voulu donner à cet échange que nous avons eu. Et mes conseils vont également aller à nos jeunes frères qui sont en train d'étudier et d'ailleurs qui est la raison d'être du projet de MEDU. Du MEDU. Donc il est hyper fondamental que les gens sachent exactement ce qu'ils veulent faire. Et c'est en fonction de ce qu'ils veulent faire et de la vision qu'ils vont avoir très tôt qu'ils vont réussir à finalement faire ce pourquoi ils sont prédestinés. Merci Wouri. Merci Ibrahim Sori.